J'ai rencontré Primo Levi pour la première fois à Turin le 15 juillet 1980. J'avais commencé une thèse d'État en France sur les écrivains juifs italiens et la Shoah, et donc c'est tout naturellement que je m'étais intéressée dès le début à cet écrivain qui constituait en Italie depuis longtemps la référence pour tout ce qui concernait la littérature concentrationnaire, l'expérience de la déportation. En France, il ne devait être reconnu que plus tard, au moment de sa mort tragique, et de la publication de la deuxième version française de Si c'est un homme, donc, qui avait paru la même année. Lorsqu'il a ouvert la porte de son appartement du Corso Re Umberto, j'ai vu devant moi un homme menu, au regard profond, au sourire accueillant. Et lors de notre conversation, qui a duré presque 2 heures, il s'est montré détendu, plein d'esprit. Il a répondu patiemment à mes questions, parlant de façon posée et animé en même temps d'un souci, d'une exigence constante de précision et de vérification. Il a parfois entrecoupé ses propos d'un rire contenu, bref, pour souligner une affirmation et souvent pour masquer une certaine pudeur. C'est à peu près une photo de l'époque où je l'ai connu. Alors j'ai fait un choix de quelques sujets que nous avons abordés ensemble. Ce sont des points d'ailleurs qui ont été très bien évoqués tout à l'heure par Fabio Levi et Philippe Ménard avant moi. Donc on a parlé tout d'abord de la caractéristique de cet homme qui le distingue des autres témoignages sur les camps, son attitude rationnelle, dépassionnée et le ton détaché du livre. À ma question s'il s'agissait d'un choix délibéré, conformément au devoir du témoin qui ne peut pas se laisser emporter par des sentiments personnels. Levi a répondu qu'en fait, il était né ainsi, qu'il éprouvait assez peu de réactions émotives et que le peu qu'il avait, il tendait à les censurer, à les effacer, surtout lorsqu'il écrivait. Et lorsque je lui ai dit que je l'enviais, que j'aurais bien aimé être comme lui, il a déclaré, alors on va passer un petit extrait, je vais le traduire en français après. Non è mica tanto invidiabile. Perché no, non è così invidiabile. Spesso interferisce nei rapporti umani questo fatto, perché ci si aspetta una reazione che manca. È difficile valutare vantaggi e svantaggi. Comunque io ho vissuto finora così, compreso la parentesi di Auschwitz, la quale ha comportato anche dei violenti sdegni, degli odi. Ricordo abbastanza bene degli episodi, degli attimi di odio violento, quando veramente ti vedevi davanti in carne e ossa l'uomo che ti picchia, l'uomo che ti insulta, l'uomo che ti disprezza. Eppure anche in questi casi è venuto prima la seconda reazione della prima, cioè prima il pensarci su. Io non mi sono mai picchiato con nessuno, per esempio, neanche da bambino, non sono mai riuscito a fare a pugni con nessuno, anche perché ero un po' debolino veramente. Alors, je donne la traduction, mais ce n'est pas tellement enviable, parce que non, ce n'est pas si enviable que ça. Souvent, cela interfère dans les rapports humains, car on s'attend à une réaction qui manque. Il est difficile d'évaluer les avantages et les inconvénients. De toute façon, j'ai vécu comme ça jusqu'à maintenant, et il a ri, y compris pendant la parenthèse d'Auschwitz, laquelle a comporté aussi de violentes indignations, des haines. Je me souviens assez bien de quelques épisodes, des moments de haine violente, lorsque vraiment tu voyais devant toi, en chair et en os, l'homme qui te frappait, l'homme qui t'insultait, l'homme qui te méprisait. Et pourtant, même dans ces cas-là, la seconde réaction a précédé la première, c'est-à-dire la réflexion est venue d'abord. Je ne me suis jamais battue avec personne, par exemple, même enfant. Je n'ai jamais réussi à faire le coup de poing avec personne, parce que j'étais aussi un peu maigrelet, à vrai dire, et il a ri. Et puis on a parlé des écrivains comme Wiesel, Malamud ou Schwarzbart et de la valeur que l'on pouvait attribuer à la souffrance. C'était le sujet d'une autre thèse que je venais de terminer et j'avais envie, je voulais connaître sa position. Il a été très clair à ce sujet et là, cela a déjà été anticipé par ce que dit Fabio Levi. Pour moi, la souffrance n'a pas de sens. On doit l'éviter. Je dirais même que le seul devoir de l'homme laïque au monde est d'éviter la souffrance aux autres et à soi-même. Mais quand elle vous tombe dessus, quand on ne peut pas l'éviter, alors le mieux est de s'armer de courage, de ceindre de force ses reins. Cingersi i lombi di fortezza. Et là, c'est une citation du Proverbe 31 qui fait l'éloge de la femme vaillante. Il avait eu un rire bref.
et de chercher à en tirer le peu de bien qu'elle peut donner, qui peut être aussi ceci justement, la connaissance de la souffrance elle-même, se connaître soi-même et connaître les autres autour de soi. Et lorsque je lui ai fait remarquer que c'était la réponse que donne le judaïsme à ce problème, et c'est d'ailleurs ce qui le différencie du christianisme, il a précisé que c'était le point de vue de la morale laïque, que le sien était un choix laïque. Mais il est vrai, a-t-il ajouté, que c'était une différence importante entre judaïsme et christianisme. Et il a évoqué le livre de Job. Job n'accepte pas la souffrance et en vient jusqu'à nier Dieu, a-t-il dit. Nous avons convenu que l'épilogue avait été ajouté après. C'est ce que pensent les exégètes du livre de Job. Et c'est, a-t-il dit, un épilogue déconcertant. Car Job a eu 10 autres enfants, mais ce n'était pas ceux d'avant. C'est pour cela qu'on a d'ailleurs parfois et souvent assimilé Job aux survivants de la Shoah. D'ailleurs, on était en 80 et en 81 a apparu l'anthologie personnelle de Lévi à la recherche des racines qui commence justement par le livre de Job. Donc c'était un problème qui devait être en train de se poser à ce moment-là. Et cela m'a amené à lui poser la question qui revient de façon récurrente chez Elie Wiesel, et Dieu dans tout cela. Et puis j'ai ajouté de façon un peu naïve, qui est coupable pour Auschwitz, l'homme ou Dieu? Voici sa réponse. C'est la faute de l'homme, mais vous me prenez en défaut. Je suis un incroyant, je ne crois pas en Dieu, je n'y ai jamais cru avant, et encore moins après Auschwitz. Il y a aussi une trace dans cet homme, où j'ai écrit que je pense qu'après Auschwitz, personne n'a le droit de parler de providence. Je suis un non-croyant, et donc je trouve plus facile de répondre à cette question. Alors j'ai demandé par conséquent, Dieu n'existe pas, n'a jamais existé, même avant Auschwitz? Non, pour moi c'est une chose presque dépourvue de sens, en somme. Je suis plein de respect, même d'envie pour les croyants, mais je ne le suis pas. Il m'est donc facile de répondre qu'en l'absence de Dieu, Auschwitz est pleinement la faute de l'homme, de quelques hommes, pas de tous. Autrement, comment faire justement? La question devient féroce. Et je l'ai d'abord ensuite questionné sur l'expression tirée du chant d'Ulysse de Dante, où Ulysse conclut le récit de son naufrage par ces mots « come altrui piacque », comme il plut à autrui, comme il plut à un autre, avec un majuscule, c'est-à-dire Dieu. Vous savez, dans son évocation de la Divine Comédie, le long du trajet pour transporter la marmite de la soupe du camp, Lévi avait eu une fulgurante intuition à propos de cette formule et aurait voulu l'expliquer à Jean Samuel, car il lui semblait qu'elle contenait la raison de leur présence à Auschwitz. Je lui ai donc demandé si on pouvait y voir une sorte de présence de Dieu dans l'histoire, conférant un sens à l'histoire. Et là, il a été catégorique. Merci. Però per esempio a proposito del canto di Ulisse mi sembrava che ci fosse una specie di quando diceva come altrui piacque. Ecco, sì. Sì, certamente attraverso la poesia anche io laico posso raggiungere lo stato d'anima del credente. Questo verso come altrui piacque è talmente forte, è talmente pregno. E diciamo, quasi cercavo di spiegare al piccolo questa, forse era una situazione perché del loro essere lì, forse perché nella loro situazione, mi sembrava che trovasse una specie di presenza di Dio nella storia, che desse un senso alla storia. Io volevo dire una cosa un po' diversa, non un poco, molto diversa, e cioè che il senso di Auschwitz in quel momento, poi è una cosa non elaborata e che non sottoscriverei. L'ho lasciato così per aria perché non l'ho mai elaborato e neanche ne sono tanto sicuro, ma che Auschwitz fosse la punizione dei barbari, della Germania barbarica, del nazismo barbarico contro la civiltà ebraica, cioè fosse la punizione dell'audacia, così come il naufragio di Ulisse è la punizione di un dio barbaro per l'audacia dell'uomo. Cioè pensavo a quella
venatura dell'antisemitismo tedesco che colpiva principalmente l'audacia intellettuale degli ebrei, cioè Freud, Marx, Kafka, tutti gli innovatori, insomma, in tutti i campi. Era questo che disturbava un certo filisteismo tedesco, molto più che non il fatto del sangue e della razza. Merci. Voilà, alors je donne la traduction. Donc il a dit, bien sûr, à travers la poésie, moi aussi, homme laïque, je peux atteindre l'état d'esprit du croyant. Ce vers, comme altrui piacque, comme il plut à autrui, est tellement fort et tellement prégnant. Et puis il ajoutait qu'il voulait dire une chose un peu différente. Ce n'était pas la présence de Dieu dans l'histoire, mais il disait, je voulais dire une chose un peu différente, non un peu, très différente. C'est-à-dire que la signification d'Auschwitz, à ce moment-là, c'est cependant une chose non élaborée et à laquelle je ne souscrirai pas. Je l'ai laissé en suspens, parce que je ne l'ai jamais élaboré et je n'en suis même pas très sûre, qu'Auschwitz fut la punition de la civilisation juive par les barbares, par l'Allemagne barbare, par le nazisme barbare. C'est-à-dire la punition de l'audace, tout comme le naufrage d'Ulysse est la punition de l'audace de l'homme par un dieu barbare. Et il ajoutait, je pensais en particulier à cette veine de l'antisémitisme allemand qui frappait principalement l'audace intellectuelle des Juifs, comme Freud, Marx, Kafka, et tous les innovateurs, en somme, dans tous les domaines. C'était cela qui dérangeait un certain philistinisme allemand, beaucoup plus que le fait du sang et de la race. Et je devais entendre une explication un peu semblable lors d'une interview télévisée de Lévi, où il disait que c'était la punition par Hitler de tous ceux qui, en Europe, avaient osé défier le nazisme et défier le monstre ou la divinité. Et lorsque je l'ai revu 6 ans plus tard, il avait utilisé une autre belle formule à propos de son agnosticisme. Il avait dit qu'il ne croyait pas en Dieu, mais qu'il n'osait pas se déclarer athée, parce qu'il ne niait pas Dieu. Simplement, il ne se posait pas ces problèmes. Et après une brève période d'observance religieuse à la suite de sa bar mitzvah, l'intérêt scientifique avait prévalu et la théorie de Darwin avait remplacé la loi de Moïse. Je trouve que c'était une belle formule. Donc, il est intéressant de noter que Lévi, qui a toujours souligné son laïcisme, avait néanmoins une connaissance approfondie de la Bible et de la tradition juive. Je vous ai cité tout à l'heure le passage du Proverbe 31, cendre de force serein. Ce passage est celui que le mari récite en l'honneur de son épouse à l'entrée du Shabbat, Eshet Haïl, et il est suivi dans la Bible hébraïque justement par le livre de Job. Et puis il avait aussi une grande culture littéraire et classique, des souvenirs du lycée, avait-il dit avec modestie. Et lorsque nous avons parlé des références à la Divine Comédie de Dante, qui jalonne son œuvre, surtout si c'est un homme, il a dit qu'il ne s'agissait pas toujours de citations volontaires, que parfois elles étaient inconscientes, et qu'il s'en était aperçu peut-être 20 ans après en vérifiant les traductions. C'était le cas, par exemple, de cette expression « les nus pleins d'épouvante » qu'il utilise en parlant de la sélection. Et il m'avait cité un vers de l'enfer de Dante, du chapitre 24, qui disait « couraient des gens nus et pleins d'épouvante, sans espoir de refuge ni d'héliotrope ». Et il avait conclu, avec certain amusement, que lui, homme rationnel et laïque, j'aime beaucoup cette expression aussi, io uomo razionale e laico, c'était l'étiquette qu'il se donnait. Lui, homme rationnel et laïque, devait admettre que l'écriture n'était pas un métier rationnel, ou pas complètement. Et il avait ajouté, en riant, que quand on écrit, il y a aussi le locataire de l'étage d'en dessous qui collabore. Et ceci, alors moi, bêtement, j'étais jeune, j'ai compris que c'était vraiment le locataire d'en dessous qui faisait du bruit et que donc le dérangeait. Et puis bien après, alors j'ai ri bêtement, et bien après j'ai compris que c'est pas ça. En continuant à fréquenter ses ouvrages, il a souvent cette expression au-dessus de la ceinture et en dessous de la ceinture, donc dans la cintola in su. Et donc, elle a dit, ceci a un coup porté à l'ambition et à l'orgueil de celui qui prétend tout écrire en faisant appel à ce qui est au-dessus de la ceinture, de la cintola in su. En réalité, ce n'est pas ainsi. Ensuite, nous avons abordé un sujet plus grave, le sentiment de culpabilité d'avoir survécu à une catastrophe, ce qu'on appelle communément le complexe du survivant.
Alors, la connotation freudienne du terme ne lui semblait pas très appropriée et nous connaissons la méfiance de Lévi à l'égard des interprétations psychanalytiques du phénomène concentrationnaire. D'ailleurs, on n'a pas le temps, mais on a parlé aussi de Bettelheim, du corps conscient, et on était tous les deux un peu, comment dire, on n'était pas très convaincus. Personnellement, il préférait parler de souffrance. La souffrance du retour, celle d'avoir perdu beaucoup d'amis, je le cite, « Pourquoi sont-ils morts et moi je suis vivant ?» Et je voudrais juste lire un tout petit passage à ce sujet. Surtout pour celui qui a perdu sa famille. Quand on perd sa famille et que l'on survit, il est difficile d'échapper à l'idée « Ai-je fait vraiment tout ce que je pouvais pour les sauver ?» Je connais beaucoup de personnes dans ce cas. J'ai un parent lointain qui a perdu sa mère et qui a souffert longtemps et souffre encore maintenant, car il se demande encore aujourd'hui, j'aurais peut-être pu me montrer plus astucieux, plus courageux, plus clairvoyant, plus prévoyant. Vous reconnaissez le style de Lévi, des adjectifs ou des termes en 3 ou 4 parties, où il arrive toujours mieux à cerner son idée, à préciser. Mais je n'ai perdu personne de ma famille au sens étroit, donc je ne crois pas avoir éprouvé précisément cela. Oui, à l'égard des amis, certainement. Il y avait des amis, il y avait une femme à laquelle j'ai fait allusion dans Si c'est un homme, pour lesquels j'aurais peut-être pu faire quelque chose de plus. Mais comme je vous le disais, j'ai tendance à rationaliser ce qui me concerne et là il a soupiré. Oui, j'aurais dû avoir alors l'expérience que j'ai eue depuis. En tout cas, cette souffrance lui avait conféré, comme au vieux marin de Coleridge, un étrange pouvoir de parole. Et il avait cité le vers de Coleridge en anglais, « A strange power of speech ». Le parallèle était surtout dans le geste du vieux marin, qui saisit un des invités à la noce et lui inflige son récit. Je le cite, « Ce geste de contraindre l'invité à la noce, qui a toute autre chose en tête, à écouter cette histoire de maléfice, me ressemblait beaucoup, surtout à l'époque. Et j'ai écrit « C'est un homme » dans cet état d'esprit. Autrement dit, je veux te raconter, même si à présent tu as toute autre chose à faire, ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé. Mais nous avons convenu que, contrairement au personnage de Coleridge, le survivant des camps n'avait aucune faute à expier. En tout cas, Lévi a admis avoir bénéficié, à son retour du camp, d'une vaste audience. Et le rêve collectif que faisaient tous les déportés, celui d'être rentrés à la maison et de ne pas être écoutés, n'a pas été prophétique dans son cas. Et là, j'ai fait un petit collage de 3 brefs extraits où il parle de ce rêve et de son expérience dans les écoles qu'ont abordé mes amis et collègues avant moi. Merci pour le 3e. Ed è identico a quello che ho raccontato io e mi ricordo molto bene di aver raccontato questo sogno ad Auschwitz, a dei miei amici che mi hanno detto ma lo sogno anch'io, lo sogniamo tutti. Non corrisponde alla realtà per quanto mi riguarda, cioè non era un sogno profetico, perché invece il mio ricordo oramai cumulativo, vuol dire, di un'enorme quantità di racconti fatti a voce per iscritto, non è così. Io ho sempre trovato, quasi sempre trovato, perlomeno interesse, se non solidarietà, in queste cose che ho raccontato. Mi ricordo molto bene certi viaggi fatti in treno, ero appena tornato in Italia e ero malconcio, non di salute ma di quattrini, perché questa casa era stata lesionata dai bombardamenti, mia madre non aveva quattrini, io non avevo più un lavoro e dovevo darmi d'attorno per ricostruirmi qualche cosa, viaggiavo in treno per trovare lavoro e raccontavo a tutti le mie cose, ma ero sempre al centro di un gruppo di persone. Mi ricordo un prete che sentiva male, io raccontavo, non mi ricordo, 3 o 4 persone, e poi è venuto davanti un prete anziano e mi ha detto per favore, io sono un po' debole d'orecchio, ero dietro nella seconda fila, per favore torni a raccontare, e io l'ho fatto. Cioè la mia esperienza, anche come attraverso i libri, è di una vasta udienza. Di Se questo uomo c'è un'edizione scolastica. Io l'ho seguito molto, sono stato in moltissime scuole e in generale trovo un interesse da parte dei ragazzi. È un interesse che varia molto con gli anni, cioè sta cambiando natura. Adesso è un interesse
archeologico. È molto difficile far capire a questi ragazzi che sono cose poi non così lontane. Loro, sai come succede, esperienza a scuola, no? Si appiattisce tutto e la seconda guerra mondiale è come la prima, è come il risorgimento, è come le guerre puniche, tutto quanto spiaccicato insieme. Mi accorgo di una deriva, no, uno slittamento. 20 anni fa era un interesse preciso e personale, cioè tu hai sofferto questo e quest'altro. Adesso i ragazzi di adesso sono dei nipoti, non più figli, sono dei nipoti dei miei coetanei. Hanno sentito qualche volta il nonno parlare della seconda guerra mondiale, ma sono delle cose remote per loro. Se ne interessano come si interessano di un romanzo o di una fiaba, ma non come di cose realmente vissute. Il loro mondo è avanzato oramai di 2 générations. Merci. Voilà, juste la traduction. Donc, il me parlait du rêve que tout le monde faisait, d'être rentré et de ne pas être écouté. Il avait dit qu'il avait retrouvé aussi dans le livre de Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra. Donc, il a ajouté, et il est identique à celui que j'ai raconté. Et je me souviens très bien avoir raconté ce rêve à Auschwitz à certains de mes amis qui m'ont dit « Mais je le rêve moi aussi ». Tout le monde le rêvait. Il ne correspond pas à la réalité en ce qui me concerne. Ce n'était pas un rêve prophétique, car au contraire, mon souvenir, désormais global, comment dire, d'une énorme quantité de récits, faits oralement et par écrit, ne correspond pas à cela. J'ai toujours trouvé, ou presque, au moins de l'intérêt, sinon de la solidarité, pour ce que j'ai raconté. Je me souviens très bien de cet un voyage fait en train. Je venais de rentrer en Italie, j'étais mal en point, non pas en ce qui concerne la santé, mais les finances, car cette maison avait été endommagée par les bombardements. Ma mère n'avait pas d'argent, et je n'avais plus de travail, et je devais me démener pour rebâtir quelque chose. Je voyageais en train pour trouver du travail, et je racontais à tout le monde mes affaires, mais j'étais toujours au centre d'un groupe de personnes. Je me souviens d'un prêtre qui n'entendait pas bien, et c'est là qu'il a ri. Je racontais, je ne me souviens plus, à 3-4 personnes, et puis un prêtre âgé s'est avancé et m'a dit « S'il vous plaît, je suis un peu dur d'oreille, j'étais derrière, au 2e rang. S'il vous plaît, racontez encore une fois. » Et je l'ai fait. Ainsi, mon expérience, même à travers les livres, est celle d'une vaste audience. Il existe une édition scolaire de cet homme. Je me suis beaucoup investie, je suis allée dans de très nombreuses écoles, et dans l'ensemble, je trouve un intérêt de la part des jeunes. C'est un intérêt qui varie beaucoup avec les années, en ce sens qu'il change de nature. À présent, c'est un intérêt archéologique. Il est très difficile de faire comprendre à ces jeunes qu'il s'agit de choses pas si lointaines. Vous savez comment ça se passe, surtout à l'école. On aplatit tout. Et la Seconde Guerre mondiale est comme la première, comme le Risorgimento, et comme les guerres puniques. Tout cela écrasé ensemble. Et puis plus loin, mais je disais, lorsque je me rends dans les écoles, je m'aperçois d'une dérive, non, d'un dérapage. Il y a 20 ans, il s'agissait d'un intérêt précis et personnel, c'est-à-dire tu as souffert de ceci et de cela. Les jeunes de maintenant, on était en 80, sont les petits-enfants et non plus les enfants. Ce sont les petits-enfants de ceux de ma génération. Ils ont entendu quelquefois leur grand-père parler de la Seconde Guerre mondiale, mais ce ne sont des choses éloignées pour eux. Ils s'y intéressent comme ils s'intéressent à un roman ou à un conte de fées, mais non comme à des événements réellement vécus. Leur monde a désormais avancé de 2 générations. Donc, s'il était fondamental pour lui de transmettre cette expérience, il était de plus en plus difficile. Et il avait ajouté, d'autre part, il faut bien admettre que depuis lors, d'autres événements terribles se sont produits, à part la bombe atomique. Tout ce qui est arrivé en Extrême-Orient et ce qui arrive en Amérique du Sud, c'est quantitativement moins grave. Ce qui se passe en Union soviétique. On ne peut plus, moi personnellement, en tant que rescapé d'Auschwitz, désormais marqué avec mon tatouage sur le bras, je ne sens plus le droit de soutenir cette exclusivité, de dire nous seulement. On ne peut plus, on ne doit plus le faire. Malheureusement, beaucoup de mes camarades rescapés ont tendance à cette curieuse forme de monopole, à dire nous sommes seuls autorisés à parler. Je crois au contraire que ce n'est pas ainsi. Il faut dire nous aussi. Il faut bien laisser s'exprimer les autres aussi. Et les jeunes d'aujourd'hui le perçoivent. Par ailleurs, si cette
énormes, difficiles souffrances ne devaient pas être oubliées. Elle ne devait pas non plus engendrer de nouvelles souffrances. Et il avait cité le cas de ses deux enfants, Lisa et Renzo, qui, indépendamment l'un de l'autre, avaient refusé le dialogue et préféraient, je le cite, un père en chair et en os qui ne soit pas un rescapé, qui ne soit pas un témoin. Et lorsque je lui ai demandé à la fin de notre entretien quel était le prochain livre en préparation, sa voix est devenue grave et hésitante. Il faudra beaucoup de temps. J'ai commencé à travailler sur un sujet très ambitieux, qui est justement celui du laguerre revu maintenant. Il s'agit d'une série d'essais sur quelques questions concernant l'expérience de ma génération. Mais c'est un travail qui avance mal, lentement, pour de nombreuses raisons, extérieures et intérieures, peut-être plus intérieures qu'extérieures. Je ne suis pas sûre de dire de choses nouvelles, de dire de choses inédites, pas encore dites. Je ne suis pas sûre de dire des choses justes. Je ne suis pas un essayiste et je me trouve un peu désarmée, en somme. Je ne peux pas me limiter à mes expériences. Je dois aussi rapporter les expériences des autres et il faudrait lire énormément de choses. Bref, je ne sais pas si cela ne dépasse pas mes moyens. Et il se peut aussi, et là il a hésité, il y a eu une pause, il se peut aussi qu'à mi-chemin, je m'arrête. Il s'agissait, vous avez compris, des naufragés et des rescapés, son testament spirituel qu'il était en train déjà d'écrire en 1980. Un projet subversif, comme l'explique si bien Philippe Ménard, au regard de la mémoire et de la grande œuvre testimoniale qu'il accomplit depuis 1946. Dans une démarche, je cite encore Philippe, où s'affrontent le deuil et la mélancolie, où le courant de la dépression l'entraîne vers le fond, tandis que la volonté de vivre voudrait le tirer vers le haut. Je n'ai jamais vu aussi bien expliquer la personnalité de Primo Levi, ses contradictions, ses souffrances, surtout au moment où il écrivait « Les naufragés et les rescapés ». Et il s'interrogeait, je cite encore Philippe, sur les dédales de l'âme humaine, la sienne incluse, car il est homme à ne pas se protéger. C'est vraiment ça. Et vraiment, Philippe a su, ce n'est pas une discours de circonstance, mais a su mieux que quiconque saisir la nature intime de Primo Levi, ses facettes contradictoires, ses tourments. Et en effet, lorsque je l'ai rencontré en 1986, c'était le 21 novembre, je l'ai trouvé bien changé. C'était à l'occasion d'un important colloque international, Storia Vissuta, qui avait été, sur la déportation bien sûr, qui avait été organisé à Turin par le Conseil régional du Piémont et l'ANED. Il y avait aussi, parmi les intervenants, Herman Langbein, Georges Wellers, qui sont tous morts depuis. Et je me souviens que Levi, qui était assis à côté d'eux, s'était levé au moment où ils allaient parler pour leur faire une accolade fraternelle. Il paraissait vieilli, voûté, un peu perdu au milieu de ses amis et du public, composé essentiellement de jeunes lycéens, qu'il avait ovationnés au moment où il était entré dans la salle. Il avait lu une courte communication d'un air sérieux et empreint de modestie, insistant sur le caractère unique du génocide hitlérien et sur le devoir moral qui incombait aux rescapés d'en léguer la mémoire aux jeunes générations. Dans les coulisses du Palazzo Lascaris, où se déroulait le colloque, il s'est encore plié à répondre patiemment à mes questions sur sa judéité, ses racines familiales, ses rapports avec l'État d'Israël. Mais l'étincelle de vivacité avait quitté son regard. Il avait interrompu notre conversation au bout d'un bref moment pour retourner aux séances du colloque. Et je ne devais plus le revoir et j'ai appris sa mort par la radio française lorsque je me trouvais à Paris en vacances il y a 25 ans. Personnellement, je fais partie de ces quelques irréductibles qui préfèrent parler de fin tragique plutôt que de suicide, pour ne pas exclure la possibilité qu'il se soit agi d'une chute accidentelle. D'autres ont bien expliqué avant moi, donc je ne vais pas m'attarder. Je pense à son ami, le médecin anglais David Mendel, à Diego Gambetta. En tout cas, je me dis que si Primo Levi avait dû se prononcer sur un cas analogue, il aurait sûrement opté pour la prudence. Et je voudrais terminer par un dernier passage de notre entretien de 1980, où il répondait à ma question s'il valait encore la peine de vivre après Auschwitz. Merci. Ma anche qui è terribile dare una risposta generale. Io comprendo benissimo coloro i quali hanno detto no dopo, hanno detto che era meglio non vivere piuttosto che vivere.
A me è successo il contrario, ma non sono scelte, queste non sono mai scelte deliberate e razionali. Non è che uno si faccia un programma e poi vive secondo il programma, questo non avviene. A me è successo il contrario, e cioè proprio il ritrovare la libertà per me ha coinciso con tante altre cose, con la libertà stessa, con la scoperta dello scrivere, paradossalmente con la scoperta di avere in mano un'esperienza estremamente dolorosa ma preziosa, che poteva durare come un capitale che dà frutto e che infatti continua a dare frutto in qualche modo. Cioè mi ha fornito una certa comprensione del mondo e la facoltà di ragionarci sopra. E questo lo considero positivo, per cui può sembrare, come dire, empio addirittura, ma la somma algebrica del male di Auschwitz più quello che è venuto dopo, per me è positiva, non è negativa. È difficile fare delle ipotesi, se non fossi stato ad Auschwitz, chi lo sa cosa sarebbe successo, non lo so, ma ho l'impressione che avrei adesso una vita più povera. Sì, c'est un très beau passage, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai réservé pour la fin. Et donc j'ai demandé, est-ce qu'on peut avoir encore foi en l'homme ou pas? Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue après Auschwitz? Il a répondu, mais dans ce cas aussi, il est terrible de donner une réponse générale. Je comprends très bien ceux qui ont dit non après, qui ont conclu qu'il était préférable de ne pas vivre plutôt que de vivre. En ce qui me concerne, il m'est arrivé le contraire. Mais ce ne sont pas des choix, il ne s'agit jamais de choix délibérés et rationnels. Ce n'est pas comme si on s'établissait un programme et qu'ensuite on vive selon ce programme. Cela ne se produit pas. En ce qui me concerne, il m'est arrivé le contraire. Précisément, le fait de retrouver la liberté a coïncidé pour moi avec bien d'autres choses. Avec la liberté elle-même, avec la découverte de l'écriture. Paradoxalement, avec la découverte de posséder une expérience extrêmement douloureuse mais précieuse, qui pouvait durer, comme un capital qui donne ses fruits, et qui en effet continue de fructifier, d'une certaine façon. Elle m'a fourni une certaine compréhension du monde et la faculté d'y réfléchir, et je considère cela comme positif. De sorte que cela peut sembler, comment dirais-je, impie même, mais la somme algébrique du mal d'Auschwitz, additionnée à ce qui a suivi, pour moi est positive et non négative. Il est difficile de faire des hypothèses. Si je n'avais pas été à Auschwitz, qui sait ce qui serait advenu? Je ne le sais pas, mais j'ai l'impression que j'aurais maintenant une vie plus pauvre. On reconnaît le rationalisme de Primo Levi, qui, à ma question s'il était pessimiste ou optimiste, il avait répondu « pessimisme dans les idées et optimisme dans les actions ». Retrouvant par là la formule de Gramsci, ce que lui a fait remarquer un de ses amis, Gramsci qui disait écrivait « pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté ». Il s'agit de cet optimisme de la raison que Calvino reconnaissait en Voltaire, qui, je cite Calvino, partant d'un total pessimisme objectif, d'une notion de nature et d'histoire non éclairée par le rayon d'aucune providence, avait posé les bases d'un optimisme subjectif, confiant dans l'issue de la bataille engagée par la raison humaine. Je pense que ça pourrait s'appliquer aussi à Primo Levi. Merci.